Merci beaucoup, merci à l'équipe d'organisation, aux bénévoles et à vous toutes et tous. On m'entend pas. Merci tout le monde. Je vais parler d'action non violente et de répression, effectivement, en commençant par dire qu'on entend parfois que l'action non violente est une tentative d'échapper à la répression, ce qui est tout à fait faux. L'action non violente est une manière de combattre l'injustice, de ce fait de s'opposer au pouvoir en place le bien souvent et du coup de se confronter à la répression. En revanche, avec l'action non violente, les champs des possibles par rapport à la répression vont être très différents que ceux qui concernent l'action violente. Je vais commencer par raconter l'histoire d'une campagne qu'on avait menée, une parmi d'autres, mais qui est assez parlante de ce point de vue. Il y a quelques années, un scandale éclatait sur un système d'évasion fiscale organisé par la HSBC, et les journalistes avaient pu établir un montant assez précis de plusieurs millions d'euros qui échappaient aux finances publiques françaises. Et nous, dans l'association dans laquelle je milite au Pays Basque, qui s'appelle BICI, on se disait que on pouvait réagir à ce scandale par une action, et notamment pour mettre en rapport le fait que on nous disait tout le temps, beaucoup à cette époque, qu'il n'y avait pas d'argent pour la transition écologique, et pourtant on entendait aussi qu'il y avait des dizaines de millions d'euros et des milliards qui échappaient aux finances publiques chaque année à cause de l'évasion fiscale. Donc on voulait faire un lien entre les deux. L'idée d'action qui nous est venue, c'est qu'on est entré dans l'agence HSBC de Bayonne, qui était à côté de chez nous, en plein jour, à visage découvert, en invitant les journalistes, en se filmant nous-mêmes. Et on a pris les fauteuils qu'il y avait dans l'agence. On est ressorti avec 8 fauteuils. Le directeur est arrivé et on lui a dit « On vous rendra les fauteuils quand vous rendrez l'argent ». Ça l'a déstabilisé. Comme en plus il y avait les journalistes, on voulait lui offrir aussi un livre sur l'évasion fiscale. Il a tout de suite senti que c'était une situation compliquée. Il a fermé le rideau et l'agence a fermé toute la journée. Ce qu'il se passait, et c'était le but, c'est que on comprenait qu'avec ce type d'action, on allait poser un dilemme à la banque qui était le suivant. Soit elle protestait, ce qui pourrait être logique puisqu'on venait de lui prendre des chaises, mais évidemment, protester parce qu'on nous a pris 8 fauteuils quand on est accusé d'avoir organisé un système qui coûte des millions à tout le monde, ça a risqué de très mal passer dans la communication, et ça, ils en étaient conscients. Mais ne pas protester et ne rien dire, au moment aussi où les projecteurs sont sur eux, parce qu'en fait, les médias parlaient beaucoup de ce scandale d'évasion fiscale, ça faisait encore la une des journaux, ne rien dire, c'est aussi assez étrange, et ça sonne comme un aveu de culpabilité, parce que normalement, si des gens viennent nous déposséder de notre mobilier, on proteste. Donc si on ne proteste pas, ça veut dire qu'il y a quand même, on a quelque chose à se reprocher. Donc on a pu repartir avec les fauteuils, on les a installés dans notre local, mais il y a d'autres acteurs, il y a les autorités aussi, il n'y a pas que la banque. La banque a choisi la stratégie de faire le dos rond et de ne rien dire, et donc nous on a communiqué sur le fait que on interprétait ça comme un aveu de culpabilité. Et donc c'est la police qui nous a appelés d'abord à notre local. C'est moi qui décrochais à ce moment-là. Et je tombe sur un policier qui, un peu incrédule au départ quand même, il voulait d'abord vérifier. Il nous dit on nous dit que vous auriez pris des fauteuils dans l'agence de la HSBC. Est-ce qu'on a bien compris? Et donc je confirme, je dis mais tout à fait, c'est pour protester contre leur implication dans le système de l'évasion fiscale. Donc, il était surpris, déstabilisé, et il se trouve que c'était un policier plutôt sympathisant. En gros, ce qu'il m'expliquait, c'est qu'il supposait qu'on n'avait pas pris la mesure de l'action qu'on avait faite, vu que c'était une action drôle.
il imaginait qu'on n'avait pas compris que c'était quand même une action de désobéissance civile et qui effectivement correspondait à un délit. Donc il me rappelle que c'est qualifiable de vol en réunion, ce qui est passible de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Et il me dit, je le sentais un peu désolé pour nous, il nous dit, c'est dommage parce que vous faites des actions sympathiques, vous faites des actions pour la bonne cause, mais là, probablement, vous vous êtes pas rendu compte que vous êtes allé trop loin. Le préfet est foudrage, il parle de dissoudre votre association, on reçoit l'ordre de perquisitionner votre local, et donc il nous donne un conseil, il nous dit surtout, faites attention avec ces fauteuils, parce que toutes les personnes qui joueraient avec, les utiliserait, sont passibles de poursuites de recel de vol en réunion, et ce sont les mêmes peines, 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Donc, bon, l'appel se termine, et en fait, nous, on s'est dit, c'est une excellente idée, en fait, ce qu'il nous a dit de ne pas faire, c'est exactement ce qu'on va faire, c'est-à-dire, on va impliquer des complices pour que les chaises se déplacent et que quand ils viennent perquisitionner le local, elles ne soient plus là. Et donc, on appelle très très vite des potentiels complices. Donc, il y avait le président d'Attaque, le président des Amis de la Terre, le secrétaire général du syndicat Solidaire Finances Publiques, Patrick Vivray qui coordonne le mouvement des monnaies locales, qui accepte de prendre des fauteuils et de l'assumer comme un geste de désobéissance civile, en ayant conscience qu'effectivement, il pourrait être poursuivi pour recel de vol en réunion. Le fourgon de la police arrive devant notre local, les policiers descendent avec un mandat de perquisition, ils nous demandent où sont les fauteuils, on les fait rentrer dans le local, il en restait 3. Donc on dit, ce sont ces 3 fauteuils. Et ils nous demandent, mais où sont les autres? Et donc on leur explique, on les a donnés au président d'Attaque, au président des Amis de la Terre, etc. Alors là, effectivement, leur visage a changé, et parce qu'ils se sont imaginés devoir aller chercher les fauteuils un peu partout, et bon, on était à Bayonne, donc ils savaient pas comment réagir, ils ont pris les 3 fauteuils, on avait appelé la presse, donc on les voit charger les fauteuils dans le fourgon, et bon, évidemment, la force de cette action, c'est le décalage, le niveau de ridicule que tout de suite prend la répression classique. Ok, d'accord, c'est peut-être un délit, etc., mais la répression classique sonne faux quand même. Parce que là, évidemment, les gens ont envie de rigoler quand ils voient les policiers prendre les fauteuils de la HSBC. Et puis, quelques semaines plus tard, à Paris, on met en scène une première passation. Patrick Vivray apporte son fauteuil à Edgar Morin devant les journalistes, en présence de Suzanne Georges, Claude Alfandéry. Et donc, bon, ce jour-là, l'enquête s'est complètement arrêtée. Entre-temps, on avait été convoqué au commissariat. Et je reviens un petit peu en arrière, on a été convoqué au commissariat. Et déjà, ce qu'on observait quand même, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de pression quand même sur nous. Et le message selon lequel ils étaient autant concernés que tout le monde, les policiers, avec... chez l'un, c'est l'imprimante qui marche pas, chez l'autre, c'est l'ordinateur qui a un bug, etc. Le matériel est quand même un peu vieux, il manque de moyens. Et nous, c'est ce qu'on dit, quoi. C'est-à-dire, tous les services publics, la justice, la police, l'éducation, la santé, etc., manquent de moyens à cause de l'évasion fiscale. Donc, ils nous mettent pas trop la pression sur l'interrogatoire, mais on discute dans les couloirs et ils nous disent, mais nous, on est d'accord avec vous, en fait. C'est pas normal. Bon. Et donc, le jour où on fait cette fameuse passation de la chaise à Edgar Morin, l'enquête s'arrête, on n'entendra plus jamais parler, on ne sera plus convoqué par la police, rien. On imagine qu'ils ont compris que ça allait être compliqué de retrouver les chaises et que si jamais ils osaient aller sonner à la porte d'Edgar Morin avec un mandat de perquisition, Edgar Morin probablement leur dirait « mais c'est qu'entre-temps, j'ai donné mon fauteuil à mon ami Claude Alfandéry ». Et s'ils allaient chez Claude Alfandéry, probablement l'aurait-il déjà donné à quelqu'un d'autre. Et poursuivre 5 malheureux fauteuils à travers toute la France, peut-être plus loin, parce qu'à un moment on s'est dit, tiens, on pourrait peut-être aller les amener en Suisse. Évidemment, le ridicule atteindrait un niveau insoutenable. Le ridicule a un coût, en fait, en politique. Et
la force de la répression, elle est un peu indexée quand même sur la légitimité politique, parfois on l'oublie, et le ridicule est une arme assez redoutable dans la stratégie non violente pour faire baisser le niveau de légitimité politique sur lequel est indexée les possibilités de la répression. Mais, sauf que cette action, comme elle faisait beaucoup rigoler, elle s'est, de fil en aiguille, elle s'est transformée en une vraie campagne plus structurée où on a lancé un appel à réquisitionner 187 chaises dans les banques les plus impliquées dans l'évasion fiscale. 196 parce que c'était avant la COP21 où il y aurait 196 pays, pour faire simple. Et donc, on a lancé un mouvement de désobéissance civile où un peu partout en France, des citoyennes, des citoyens sont rentrés dans des banques en plein jour, à visage découvert, ont pris des fauteuils et les ont ramenés chez eux. Et c'est la BNP qui était la plus visée dans cette campagne, qui a porté plainte. Et là, finalement, la stratégie a changé et ils ont décidé de riposter et de nous poursuivre en justice. Donc ils ont visé peu de personnes. J'étais le premier au départ, j'étais le seul d'ailleurs à passer en procès, poursuivi par la BNP. Dans un premier temps, la préparation d'un procès, c'est plusieurs mois, les avocats échangent, donc on voit un petit peu ce qui se dessine sur le procès au fur et à mesure. La BNP s'est portée partie civile, elle n'était pas obligée, donc elle était impliquée, et on avait aussi beaucoup d'échos de ce qui se passait à l'intérieur de la BNP, parce que finalement, ce qui se passait aussi, c'est que il y avait pas mal de gens à la BNP qui étaient d'accord avec nous aussi. Et ça gênait beaucoup la direction. Et c'est d'ailleurs ce qu'on nous a dit, les échos qu'on a eus, c'est que la raison pour laquelle ils voulaient absolument mettre un coup d'arrêt aux actions, c'est qu'on était régulièrement en contact avec les employés de la BNP et que ça suscitait plutôt de la sympathie. Et que les employés de la BNP se sentaient en fait pas du tout en phase avec les pratiques d'évasion fiscale de la direction. Et ça, c'est quelque chose qui est très dangereux, même pour une très grosse multinationale, même si elle est très hiérarchisée, très verticale, il y a quand même besoin d'un minimum de cohésion, d'un minimum de sens au travail que font les gens. Je me rappelle d'une des actions qu'on avait menées à Paris. On pousse les portes de la banque, on entre, donc on s'appelait les faucheurs de chaises, et il y avait une dame à l'accueil qui, en nous voyant arriver, se lève avec un grand sourire et nous dit « Ah, les faucheurs de chaises, je me demandais si vous viendriez chez nous ou pas. » Et c'est tout juste si elle nous aidait pas, elle nous accompagnait pas pour nous tenir la porte pour qu'on reparte avec les chaises. Et ça, c'est dangereux pour une grande multinationale extrêmement puissante. C'est dangereux que ses propres employés se désolidarisent et ce sentiment de déphasage. Et c'est ça qu'ils voulaient faire arrêter. Donc leur première idée, c'était de taper très fort. Donc les premiers échos qu'on a eus de leurs journalistes, ils s'étaient portés partie civile et ils voulaient demander des dommages et réparations pour préjudice commercial et préjudice d'image. Mes avocates, qui étaient Eva Joly et Caroline Joly, m'expliquent que préjudice commercial, préjudice d'image, ça veut dire qu'ils vont demander vraiment des sommes très fortes, des dizaines de milliers d'euros, peut-être des centaines de milliers d'euros. Donc ils sont sur une stratégie, on tape très dur sur quelqu'un pour faire un exemple, pour calmer tout le monde et pour que les gens sentent le risque et n'aient plus envie de rentrer dans les agences BNP. Bon, ça va avoir, en fait, cette perspective du procès, ça va pas du tout calmer les gens, ça va les galvaniser et ça nous permet de lancer une deuxième phase d'action où on s'est dit, puisqu'ils se plaignent qu'on leur ait pris des chaises, on va revenir dans leur banque avec des chaises, avec nos chaises, et avec nos chaises, on va faire des actions, faire des mises en scène de tout ce qui manque aux finances publiques à cause de leur système d'évasion fiscale. Donc on a fait des mises en scène de salles d'urgence, de salles de classe. On avait fait une parodie d'émission de télé où on était venu de Bernard Pivot. On était venu avec une dizaine de livres sur l'évasion fiscale. On avait installé tout un décor au milieu de l'agence BNP, puis on commençait à lire les livres. La police arrive et elle nous dit vous, je vous connais. C'était à Bayonne, on était les mêmes là. Ça va durer combien de temps ?
On leur dit, bon, on a 8 livres. Si on lit même la nuit, probablement 3 jours. Donc là, la même tête. Comment on va faire? Donc bon, ils nous ont sortis en nous traînant, etc. On a fait la résistance passive. Mais bon, plein d'actions comme ça qui, encore une fois, court-circuitaient un petit peu, même court-circuitaient bien les réactions attendues, en fait, de l'adversaire. C'est ça qu'il peut y avoir de tactique dans la stratégie non violente. Et donc, il y a une 60aine d'actions qui se mènent un peu partout en France, où les gens viennent avec leurs chaises. Donc, on continue complètement de perturber la BNP, de parler à ses employés. Et chaque action appelle à venir au procès dont on veut faire le procès de l'évasion fiscale. Et ça, la BNP va mettre beaucoup de temps à se rendre compte qu'on peut exploiter ce procès, en fait. Donc, au départ, ils sont sur la stratégie, on tape très fort. Et puis, finalement, quelques jours avant le procès, les avocates et les avocats rendent ce qu'on appelle les écritures. Donc, on a beaucoup d'éléments de ce qui va être dit au procès. Et là, il n'était plus du tout question de préjudice commercial et préjudice d'image. Finalement, ils demandaient 1 euro symbolique. Ça, en général, c'est la stratégie pour dire c'est quand même nous les victimes, mais on veut pas apparaître pour les méchants, donc on va demander juste 1 euro. C'est-à-dire qu'ils ont compris assez tardivement qu'il y allait avoir une bataille d'image en réalité. Et que ce procès, beaucoup de médias commençaient à en parler. Et effectivement, le jour J, on était 2000 personnes rassemblées à Dax, qui est une ville de peut-être 25 000 habitants, un lundi. Donc une mobilisation complètement hors norme. Et il y avait tous les médias étaient là dès le matin. Ça passait sur toutes les matinales d'information, ce procès pour des vols de chaises. Et évidemment, c'est intriguant, donc ça a intéressé les gens. Et l'audience commence, et personne n'était sur les bancs de la BNP. Aucun représentant de la BNP, mais pas même leur avocat. Ce qui est en fait extrêmement rare. Donc tout le monde est très étonné, le tribunal ne comprend pas ce qui se passe, ils étaient encore en lien avec eux la veille, on ne comprend pas. Mais bon, le procès doit commencer. Donc le procès commence. En réalité, on apprendra que l'avocat de la BNP était bien venu jusqu'à Dax. Il avait pris le train de Paris, il était arrivé à Dax, puisqu'il a pu discuter avec des journalistes. Il n'a pas expliqué pourquoi finalement il n'était pas venu au procès. Moi, j'ai une hypothèse, c'est que là aussi, ils ont compris les choses avec un temps de retard. Et je pense que c'est qu'en arrivant sur place, que d'abord, ils ont vu l'ampleur médiatique du procès et qu'ils ont réellement compris qu'ils ne pouvaient pas avoir le bon rôle dans cette histoire et qu'aucun de leurs messages ne serait audible. Or, on allait sortir du tribunal avec un gros mur de micros, de caméras, de tous les médias, etc. Et il faudrait qu'ils disent quelque chose. Ou alors, il faudrait qu'ils passent sans rien dire. Mais en gros, ils ne pourraient pas gérer, en fait, cette séquence médiatique. Nous, on l'avait compris dès le départ, qu'on pouvait faire de ce procès un piège médiatique pour eux. Eux l'ont compris au dernier moment, donc ils ne sont même pas venus. Alors bon, le procès se passe, etc. Quelques mois après, il y a le verdict, je serai relaxé. Et puis, alors que le délit était plutôt caractérisé, mais le procureur se trouvait être un ancien inspecteur des impôts. Lui non plus trouvait que c'était assez exagéré quand même l'action de la BNP. Et donc, il s'est beaucoup creusé la tête pour faire ce qu'on appelle de la requalification des faits. Il a dit, c'est pas vraiment du vol parce qu'ils n'ont pas pris leurs chaises pour eux, parce qu'on avait fait plein de choses avec les chaises après. On se promenait dans les manifestations avec, on faisait asseoir un maximum de gens sur les chaises, on les prenait en photo, etc. Et donc on en faisait un totem, on en faisait un symbole. Et donc il utilisait ça pour dire, les chaises, ils les ont pas vraiment utilisées pour eux, donc c'est pas vraiment un vol, c'est plutôt un emport. Ça n'a aucune qualification juridique, hein, mais bon, c'était une manière de... Et donc, le procureur lui-même demandait la relaxe. On était plutôt confiants quand même en sortant du tribunal. Et donc, j'ai été relaxé. On n'a pas mis fin au système d'évasion fiscale, mais la BNP a quand même eu beaucoup de mal à gérer la séquence. Elle a aussi fermé ses filiales dans les îles Caïmans. Elle a essayé de le faire discrètement, alors c'est parce que c'était quelque chose qu'on mettait beaucoup en exergue. Les îles Caïmans, il y avait 0 salarié dans leur filiale et ils faisaient des bénéfices.
Je disais, c'est bizarre quand même. Ça, a priori, c'est un paradis fiscal quand même. Donc, ils étaient embêtés et ils ont fermé cette filiale-là. Ils ont essayé de le faire discrètement. Des gens de la BNP nous l'ont dit, donc on l'a rendu public pour eux. Et bon, c'est juste pour dire que, évidemment, on s'attaque à un système qui est tentaculaire. Ça ne suffit pas pour mettre fin à l'évasion fiscale, mais c'est un exemple pour montrer comment la stratégie non violente peut en fait enrayer la mécanique classique de la répression, même face à des adversaires qui sont extrêmement puissants, parce que la BNP, c'est la banque la plus puissante d'Europe, c'est une des plus puissantes banques du monde, c'est des dizaines de milliers d'employés, ils ont des tours entières à la Défense et ailleurs, avec des étages entiers remplis de communicants, des étages entiers remplis de juristes, des étages remplis de stratèges, de gens qui ont fait des hautes études. Ils ont énormément d'appui dans les classes politiques. Donc on s'affronte à un adversaire qui peut être redoutable. Et ils se sont pris les pieds dans le tapis suite à une action qui nous a coûté 0 €, qu'on a fait à 12, qui nous a pris 10 minutes, mais qui les a attirés sur un terrain, notamment avec l'humour, un terrain qu'ils ne maîtrisaient pas du tout, qui les a déstabilisés, où ils n'arrivaient pas à trouver bien leurs repères, qui les induisaient en erreur. En gros, on les a attirés sur un terrain où leur puissance était inopérante. Et ça, c'est souvent ce qu'on cherche à faire dans une stratégie non violente. On n'est pas à armes égales, mais il faut trouver les systèmes d'asymétrie qui nous sont favorables. Alors, je voulais commencer, et c'est l'essentiel de mon intervention sur cet exemple concret, mais je vais en arriver à questionner de manière plus générale la question de la violence et de la non-violence et de ce choix pour le mouvement écologiste. Parce que je pense qu'il faut poser la question, pourquoi pas la violence ? Je la pose parce que je sais que beaucoup de personnes se la posent et commencent par se poser cette question-là pour une raison simple à comprendre, c'est que les activistes écologistes s'informent régulièrement de la gravité des enjeux climatiques et écologiques solidement établis par la science, où les conditions d'habitabilité de la planète sont très sérieusement menacées pour notre espèce, pour plein d'autres espèces. Donc c'est quelque chose qui est vraiment un enjeu absolument primordial. Et pour beaucoup de personnes, leur obsession, c'est de trouver les actions les plus efficaces possibles, les plus radicales au sens où on a besoin d'actions qui suscitent un changement radical du système. Et si on associe la violence à la force, la violence à l'efficacité, la violence à la radicalité, évidemment, on est tenté d'utiliser l'action violente pour une cause qui est absolument primordiale. Et pour beaucoup de ces personnes, elles n'aiment pas la violence. Elles voudraient ne pas utiliser la violence, mais elles se disent que c'est la manière la plus efficace d'agir. Et effectivement, dans cette situation, dans cet enjeu, il faut utiliser la manière la plus efficace d'agir. Mais pour moi, il y a une faille dans cette manière de penser qui est que, précisément, la violence, ce n'est pas la force. Il y a beaucoup d'autres formes de force que la violence. La violence, ce n'est pas la radicalité. Ça, c'est des confusions qui sont fréquentes dans une société où la culture de la violence est encore très forte. Et la violence, ce n'est pas l'efficacité. En tout cas, par rapport à notre objectif de changer le système. La violence, c'est efficace dans une stratégie terroriste, par exemple. Vous faites des attentats très violents, horribles, et effectivement, c'est efficace pour une stratégie terroriste, pour cliver les populations, pour créer de la peur, pour précipiter une guerre de religion, etc., etc. Mais si votre but, c'est de préserver la vie, un système démocratique, un système pacifique, un système tolérant, etc., à l'épreuve du dérèglement climatique, la violence, c'est pas du tout efficace. Et je voudrais détailler ça, parce que je pense qu'il faut essayer de répondre sérieusement à cette question, et pas uniquement pas uniquement sur le plan moral, mais sur le plan stratégique et de l'efficacité. Et je vais lister rapidement
pour moi les 3 raisons principales pour lesquelles la violence est, à mon avis, une stratégie qui n'est pas efficace pour lutter contre nos adversaires du système capitaliste, et même que c'est une stratégie le plus souvent contre-productive. La première raison, c'est que affronter nos adversaires sur le terrain de la violence, c'est affronter nos adversaires là, sur le terrain où il est le plus fort. Et Solalinsky disait, c'est choisir les fusils quand c'est l'adversaire qui a tous les fusils. Donc j'en reviens à mon premier exemple, il faut plutôt essayer d'attirer l'adversaire sur un autre terrain. C'est comme si vous deviez affronter Usain Bolt, il faut essayer de ne pas l'affronter à la course de vitesse, parce que vous n'avez aucune chance de gagner, vu que c'est l'homme le plus rapide du monde. Si vous avez moyen de le défier à la pétanque ou aux fléchettes, si c'est ça que vous maîtrisez, par contre, vous pouvez avoir une chance de gagner. Donc, face à nos adversaires, plutôt pas le terrain de la violence. La deuxième raison, c'est que la violence est beaucoup trop facile à instrumentaliser par nos adversaires. Même alors que dans le mouvement écologiste, c'est, je pense, le courant idéologique où il y a le moins de violence. Il y a des affrontements avec la police, mais comparé à ce que font des mouvements religieux fanatiques, à ce que fait l'extrême droite, à ce que fait le système capitaliste, c'est absolument pas comparable. C'est des niveaux de violence qui sont très très nettement inférieurs. Les personnes qui font des actions violentes sont très souvent en plus une minorité de personnes dans des mouvements où la plupart des gens sont non-violents ou sont pacifiques. Mais cette part de violence suffit au pouvoir en place pour l'instrumentaliser et faire passer le mouvement écologiste comme le mouvement violent, comme le mouvement qui veut imposer ses solutions par des manières antidémocratiques, autoritaires, brutales. Et le pouvoir en place a besoin de ce récit, pour 2 raisons. D'abord, pour justifier la violence de sa répression. Parce qu'ils vont systématiquement réprimer les mouvements écologistes qui contestent en fait les bases de son système. Elle doit justifier la violence de la répression, surtout auprès de son socle électoral. Mais elle a besoin d'expliquer que les méchants, les violents, c'était le mouvement écologiste, et donc c'est pour garantir l'ordre qu'on a dû utiliser la violence. Évidemment, ensuite tout le monde se renvoie la balle, mais ils ont besoin de ça. La limite à la répression, elle n'est pas technique dans un pays comme la France. Il y a tellement de moyens de répression, la limite, elle est politique. Et donc il faut une marge de manœuvre, elle est indexée sur cette acceptabilité. Cette acceptabilité, elle est plus grande si on arrive à criminaliser, diaboliser le mouvement écologiste. La deuxième chose, c'est que ça permet de discréditer le mouvement qui fait l'action, mais de discréditer ses revendications. Et ça, c'est très important aussi. C'est-à-dire que ça permet d'associer les revendications de l'écologie radicale, qui sont les seules qui sont en phase avec le constat scientifique, de discréditer ces revendications en les faisant passer comme des revendications extrémistes. En gros, je schématise, ça permet au pouvoir capitaliste en place de se dire, nous, on n'est pas comme ces fous de l'extrême droite qui sont climato-négationnistes. On a compris qu'il y avait un problème avec le dérèglement climatique. Mais on n'est pas comme ces extrémistes d'écologistes qui veulent vous imposer un changement de société par la force, par la violence et sans la démocratie. Et ils bénéficient un peu du sophisme de la voie du milieu. Nous, comme on est entre les deux, c'est probablement que c'est nous qui avons raison. Et nous, on vous propose la voie raisonnable, celle du technoscientisme, celle du tout nucléaire, celle de la géo-ingénierie, celle du capitalisme vert, de la croissance verte, etc., etc. Il y a besoin de crédibiliser ce récit. On est aussi sur une bataille des récits et une bataille des imaginaires. Et puis, il y a une dernière raison. C'est que ce qu'on peut observer, c'est que il y a un lien entre les moyens de l'action et la fin de l'action. Dans la culture de la violence, on dit que la fin justifie les moyens. Si la cause est juste, alors les moyens sont justifiés. Mais en fait, dans la réalité, je trouve que ça s'applique très mal. Mohamed Merah, qui assassinait des enfants au nom des enfants palestiniens qui étaient tués, sa cause, elle était juste. En tuant d'autres enfants pour cette cause, les moyens ne sont pas du tout justes et ne sont pas du tout justifiés. En réalité, tout le monde défend sa violence au nom de la justesse de sa cause. Et tout le monde a des causes différentes. Sans forcément s'en apercevoir,
tous les mouvements qui justifient leur propre violence justifient la rhétorique de la violence, la culture de la violence. Et le remède à cette culture de la violence qui forme comme un cercle vicieux, ça ne peut être que la non-violence. Le fait de s'opposer à la violence, de combattre la violence, de refuser la violence autrement que par une autre violence. Et c'est parfois plus difficile à imaginer, mais c'est ça que nous montre l'histoire des luttes non violentes, c'est qu'il y a d'autres manières de faire. Ce n'est jamais d'abandonner, ce n'est jamais de se soumettre, ce n'est jamais d'accepter la violence qu'on subit, mais c'est de trouver une manière d'y répondre et de la combattre autrement que par la violence. La cohérence entre la fin et les moyens, elle est très importante, parce que la manière avec laquelle on lutte construit déjà quelque chose de ce pourquoi on lutte. Et on est entré dans l'ère du dérèglement climatique qui va s'aggraver plus ou moins, ça dépendra de notre action et de notre inaction, mais ça va multiplier les tensions sur les ressources, les tensions sur les territoires, ça va multiplier les conflits et ça va multiplier les risques de guerre et de toutes les violations des droits humains qu'il y a à chaque fois qu'il y a des guerres. Donc l'enjeu de la violence va être beaucoup plus fort dans les années et les décennies qui viennent, et on va avoir besoin de solutions très solides pour résister à cette potentielle spirale de la violence, et c'est la non-violence. Et c'est pour ça que j'encourage toujours dans le mouvement écologiste le développement des stratégies non-violentes, parce que non seulement elles peuvent être efficaces, et souvent beaucoup plus efficaces que la violence face à nos adversaires, mais qu'en même temps, elles construisent dans nos sociétés les anticorps par rapport à la violence, la manière de faire, la manière de lutter, la manière d'être ensemble qui nous permettra de gérer des situations, des potentiels de violence qui vont être plus grands. C'est ce qu'expliquait déjà Gandhi sur la cohérence de la fin et les moyens, et c'est ce qu'on peut opposer à cette phrase si connue, « la fin justifie les moyens ». Gandhi disait « la fin est dans les moyens », comme l'arbre est dans la semence. Je vous remercie.